qu'en réalité, les Américains eux-mêmes sont très sceptiques sur ces négociations. Je pense que c'est plus de la part du président Trump un stratagème pour préparer les frappes militaires contre l'Iran. Je pense que, vu les positions de la République islamique, je vois difficilement comment un accord serait possible et je crois que le président Trump lui-même en est conscient. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, je voudrais que nous puissions essayer de préparer, on va dire, le nouveau round des négociations entre les Américains et les Iraniens qui doit débuter apparemment demain à Genève. Et je voudrais avoir votre appréciation. D'abord, est-ce que finalement Benyamin Netanyahou est rentré, selon vous, bredouille de sa rencontre la semaine dernière avec le président Trump ? On n'en sait rien puisqu'on ne sait pas quel a été le contenu de leur conversation. Je n'imagine pas que le Premier ministre israélien pensait qu'il allait convaincre le président Trump de mettre fin aux négociations avec l'Iran. Les négociations en elles-mêmes, d'ailleurs, Israël ne s'y oppose pas. C'est-à-dire que la position d'Israël a toujours été que si ces négociations, effectivement, amènent à la fin du programme nucléaire et de missiles iraniens, pourquoi pas ? Sauf qu'évidemment, il y a de bonnes raisons d'être sceptique. Et je pense qu'en réalité, les Américains eux-mêmes sont très sceptiques sur ces négociations. Je pense que c'est plus de la part du président Trump un stratagème pour préparer les frappes militaires contre l'Iran. Je pense que, vu les positions de la République islamique, je vois difficilement comment un accord serait possible et je crois que le président Trump lui-même en est conscient. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Vous pensez que vous ne pensez pas qu'il est capable de conclure un accord même à la baisse avec les Iraniens pour pouvoir d'une certaine manière calmer la région et sous la pression en particulier de ces deux conseillers Kushner et Witkoff qui pressent d'une certaine manière et qui sont un peu les émissaires de l'Arabie Saoudite et de certains pays du Golfe qui ne sont pas particulièrement friands d'une opération militaire américaine? Je ne pense pas que Witkoff et Jared Kushner veulent à tout prix un accord avec l'Iran. Je pense qu'ils ont pour mission de négocier, mais je ne pense pas qu'ils veuillent un accord à tout prix. Encore une fois, l'accord en lui-même n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de mettre fin au programme nucléaire iranien, à son programme de missiles et à son soutien pour les milices iraniennes à travers le Proche-Orient. Là-dessus, il y a un accord assez large au sein de l'administration américaine et entre les Américains et Israël. Est-ce qu'un Iran complètement menacé, avec une force militaire amassée à ses frontières, avec des révoltes sociales au sein du pays et avec une économie en plein effondrement, sera capable de négocier au rabais ? C'est possible. Mais encore une fois, on est en droit d'en douter à la lumière de l'expérience historique de ces dernières années. Alors jusqu'où on va aller ? Combien de temps vous pensez que le président américain peut donner à ces négociations ? Parce qu'elles peuvent s'étaler sur plusieurs mois même. Elles peuvent s'étaler effectivement. Je pense que du point de vue du président américain, il attend d'être sûr quelles sont les options militaires américaines. Et je vous rappelle qu'au moment où on se parle, eh bien, il y a un autre porte-avions américain, le Gerald Ford, qui est en chemin vers le golfe Persique. Donc je pense que les États-Unis préparent une opération militaire, en tout cas la possibilité d'une opération militaire de grande envergure, et peut-être serons-nous surpris, peut-être que les Iraniens accepteront toutes les conditions américaines. Encore une fois, j'en doute personnellement, mais du point de vue du président Trump, si les Iraniens baissent la garde et acceptent ces conditions, il considérera cela également comme un acquis. Alors, passons au dossier maintenant de la bande de Gaza, avec des déclarations de Donald Trump qui a affirmé qu'il y avait déjà plus de 5 milliards de dollars dans les caisses de ce Conseil de la paix. Vous voyez une concrétisation sur le terrain effective de ce Conseil de la paix, alors que, par exemple, eh bien, selon certaines informations publiées ce matin, il y a déjà des éléments de reconstruction dans la bande de Gaza, de la part des Turcs, de la part des Émirats, de la part même de la Jordanie? Je pense qu'on se dirige de plus en plus vers un multi-gouvernement de facto, où vous allez avoir des influences que vous avez rappelées d'ailleurs, celle de la Turquie, celle de certains pays du Golfe, de la Jordanie, de l'Égypte et autres,
qui vont chacun placer leur pion dans la bande de Gaza, qu'il ne va pas y avoir à court et moyen terme un véritable gouvernement effectif, et que la reconstruction partielle se fera sous la supervision de ce fameux Conseil de la paix, mais avec, comme je l'ai dit, une espèce de gouvernance divisée internationalement de facto, une espèce d'ONU sans l'ONU, c'est-à-dire que l'ONU a été écartée et que ce Conseil de la paix, finalement, de plus en plus, se pose comme une alternative de facto à l'ONU. Et concrètement, sur le terrain, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, d'une certaine manière, cette seconde phase, si elle n'est pas mise en application, en tout cas si il n'y a pas le désarmement du Hamas, eh bien Israël peut d'une certaine manière continuer à travailler dans la zone qu'il contrôle, c'est-à-dire plus de la moitié de la bande de Gaza, et on va dire neutraliser encore une fois les tunnels et en fait, toutes les infrastructures terroristes qui se trouvent sur place dans la zone de sécurité qui a été créée donc de facto par la présence israélienne jusqu'à la fameuse ligne jaune. C'est le cas actuellement, c'est-à-dire que sur le terrain de facto, Israël contrôle grosso modo la moitié de la bande de Gaza, continue d'y opérer librement, et tant que le Hamas n'est pas désarmé, et il n'est pas désarmé, eh bien, il n'y a pas de changement territorial, il n'y a pas de changement en termes de contrôle du terrain. Et non, je veux dire, est-ce que finalement, ça ne sert pas les intérêts d'Israël que le Hamas ne soit pas désarmé, en fait ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, après le 7 octobre, les erreurs commises par Israël dans le passé, par tout le monde, dans le leadership israélien, à savoir qu'il est préférable d'avoir un Hamas docile et dont la patte est graissée par les Qataris. Je crois que cette théorie a été tragiquement contredite par le 7 octobre. Donc je pense qu'il serait une très grave erreur aujourd'hui pour Israël de revenir à cette façon de penser en se disant finalement peut-être qu'il est préférable d'avoir le Hamas. Je ne pense qu'il n'est jamais préférable d'avoir le Hamas. En revanche, tant que le Hamas n'est pas désarmé, eh bien Israël peut tout à fait, comme il le fait, dire nous, on ne passe pas à la phase suivante. Et bien heureusement, jusqu'à présent, l'administration américaine ne fait pas pression sur Israël